En 1895, deux frères ont décidé d'inventer l'invention la plus inventive jamais inventée, le cinéma. Depuis cette invention inventive inventée, nous avons eu le droit à des œuvres cinématographiques très bien, d'autres un peu moins bien, mais le plus important, c'est que l'être humain a enfin pu exprimer sa créativité avec une caméra. Et parmi toutes ces œuvres cinématographiques, je suis sûr qu'il y en a une, c'est ta préférée. Et il y a des très grandes chances que pour cette vidéo, je l'ai regardé. Effectivement, je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram vos films préférés. J'ai fait une petite sélection de 50 films. J'ai regardé la totalité de ces 50 films en l'espace de 2 semaines et voici mon avis sur chacun d'entre eux. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit like et bien évidemment quand tu t'abonnes, tu actives la petite cloche et n'oublie pas de hyper cette vidéo vu comment elle est fucking longue. Je mérite minimum ça. Je pense qu'à mon avis là je vais vous accompagner pendant pas mal de vos repas parce que je suis presque sûr que vous allez regarder cette vidéo en train de bouffer. Groulard. Alors pour vous expliquer le film assez rapidement, la daronne de la daronne, elle meurt. Mais en fait elle continue de réapparaître plein de fois. Lâche la ferme, go. Il y a une gamine aussi dans le film, elle est ultra chou, elle fait que de se goinfrer de chocolat celle-là, mais c'est important de savoir qu'elle est là parce que il y a un autre truc après qui va se passer. La sœur, elle se retrouve en soirée avec son frère et elle voit qu'il y a un gâteau. Elle se goinfre de gâteau, je vous l'ai dit, elle adore le chocolat. Sauf que le problème c'est que dans le gâteau qu'elle est en train de se goinfrer, il y a des noix et elle est allergique aux noix. La con. Le frère, il se dépêche de la ramener à la maison. En plus de ça, il est stressé comme c'est pas permis parce que sa sœur, elle est en train de respirer comme si elle avait un moteur de Clio 3 dans la gorge. Il roule super vite, à un moment la sœur elle a la tête en dehors de la fenêtre de la voiture. Clac, il y a un poteau. Elle meurt. Autant vous dire que maintenant il n'y a plus de problème de respiration vu que elle respire plus du tout. Non c'est pas drôle pardon. Là on se retrouve à 2 enterrements en moins de 2 semaines. J'espère que la famille a pensé à prendre une carte de fidélité au pompe funèbre parce que ça commence à coûter cher. Après il y a une invasion de fourmis. La daronne elle appelle Charlie comme moi je le faisais au collège. Elle découvre qu'il y a un cadavre dans son grenier aussi. Elle n'était pas au courant. Pendant que tout ça se passe, le frère qui a tué sa sœur, je vous le rappelle, se fait une rhinoplastie DIY en plein cours de maths. La daronne se yassify en faisant un barbecue avec son propre mari. Au final, il y a des gens tout nus qui apparaissent et le frère il devient le roi de la galette des rois. Et fin du film. C'est déjà un de mes films préférés avant de commencer ce challenge. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 parce qu'il y a quand même certaines choses où je suis un peu en mode. En fait, je sais pas si c'est parce que le film est devenu un mème. Il y a certains moments où c'est quand même un peu ridicule. Mais j'aime le fait que ce soit de l'horreur qui fasse peur autrement que juste en faisant peur. Après, j'ai pas trop compris l'histoire. Il y a Barbie qui fait du ballet avec une autre gamine, sauf qu'en fait elle est complètement claquée au sol, donc elle décide de lui raconter une histoire pour arrêter le massacre. Et là tout de suite on entre dans le monde de Barbie la bourgeoise qui fête Noël. Il y a aussi sa tante qui est une Tana et qui raconte comment elle s'est fait retourner dans tout le royaume. Then he bowed and asked me to dance. Dis-le que t'es une grosse salope! Ok. Diva, I guess. Après, il y a une espèce de poussière magique qui cause une invasion de rats et Barbie la puante, elle est pas si choquée qu'il y ait genre des rats chez elle. Genre, appelle la police, I don't know. La Barbie qui se fait rétrécir, les rats qui ont commencé à envahir se mettent à commettre des actes de terrorisme. Ensuite, il y a Barbie qui se retrouve coincée dans un congélo et elle hallucine complètement la gauche, je crois qu'elle est sous Frozen. Par l'avance un petit peu, Barbie et Casse-Noisette se retrouvent à rencontrer 2 enfants qui visiblement se coupent les cheveux au sécateur. Who the fuck did your hair? Et ils les kidnappent. Ils ont l'air d'être ok, mais bon, ça reste des enfants qui vont dans la calèche d'adultes qu'ils ne connaissent pas. Je sais pas si c'est le meilleur message à envoyer dans un film pour enfants. Ensuite, ils font encore leur petit bonhomme de chemin. Barbie rencontre un twink et son punk qui se mettent tous en chemin pour pouvoir trouver la princesse magique qui va pouvoir aider Barbie. Évidemment, tout le monde est ok pour aider Barbie. Moi, la dernière fois que j'ai demandé à des gens qui m'accompagnent dans ma quête magique, j'ai juste fini à Sainte-Anne, donc bon. Barbie a visiblement plus de privilèges que moi. Ils pensent avoir trouvé le château. En fait, c'était un fucking guet-apens. Ils se font kidnapper. Barbie tombe en literal dépression parce que du coup, elle est toute seule maintenant. Elle décide quand même de rentrer par effraction chez le gros rat parce qu'il y a rien qui donne plus le sourire que commettre des crimes. Les 8 habitants du royaume se font transformer en statues par le womanizer magique. Au final, le gros rat, il meurt. Casse-Noisette, il se retransforme en humain d'ailleurs, sauf qu'il a plus sa moustache, donc je sais pas si c'était si important que ça de le sauver au final celui-là. Après ça, Barbie devient la princesse du royaume alors qu'elle a même pas le stage de 3ème dans son CV. Ça se transforme en Danse avec les stars et après elle se réveille, elle découvre que tout ça c'était juste un rêve et elle devient complètement folle parce qu'il y a personne qui la croit qu'elle a vraiment vécu ça. Même moi j'ai vu l'histoire, j'ai pas envie de la croire. On va pas se mentir, l'histoire est quand même très linéaire. Moi j'aurais aimé que ça prenne des chemins un peu plus complexes. Après c'est un film pour enfants, les enfants sont débiles donc en soi faut pas non plus trop compliquer la chose. À peine on arrive, c'est complètement la dé, il y a une espèce de plat à spaghetti géant qui essaye de faire la guerre à Dr. Strange. Au final, c'était juste un mauvais rêve et Doctor se réveille torse nu dans son lit. Meilleur moment du film. Après ça, il se retrouve à un mariage. Le mariage de qui? Je sais pas, j'ai pas compris dans l'histoire. Il aura farm en sautant d'un balcon et en gigotant un petit peu les doigts. Il arrive à se débarrasser de l'hémorroïde géant qui est en train d'attaquer New York City. Il sauve une meuf. Cette meuf lui dit qu'elle arrive à voyager entre les univers. Mais seul problème, elle ne le contrôle pas, tout comme moi, je ne contrôle pas mon estomac une fois que je mange des produits laitiers. Vous êtes qui? Sortez tout de suite de chez moi! Sherry, c'est moi. Doctor se dit que si jamais c'est autant la merde en ce moment, c'est obligatoirement à cause de Wanda, cette grosse folle. N'oublions pas qu'il y a littéralement 2 semaines, elle a kidnappé toute une fucking ville. Elle a pas été en prison pour ça d'ailleurs. Après, en même temps, c'est Wanda, enfin, je veux dire... En fait, quand t'es jolie,
Tu peux faire ce que tu veux. On apprend que Wanda est complètement obsédée avec le livre de Dark Romance qu'elle est en train de lire en ce moment. Elle se retrouve à commettre encore plus de terrorisme que les rats dans Barbie. À un moment où Wanda arrive presque à choper la meuf qui peut voyager entre les univers. Elle n'y arrive pas. Et après ça voyage entre les univers. Et Docteur il en profite pour agresser un petit vieux. Waouh, on pourrait limite se croire dans The Boys. Wanda arrive à posséder une autre version d'elle-même dans un autre univers. Sauf qu'elle se met à chialer parce que ses gamins savent pas chanter. Get some ice cream, we promise to be good. Le livre de Dark Romance finit par être détruit, donc Wanda elle est encore plus énervée parce qu'elle peut plus goûter tranquille. Doctor se fait kidnapper par les Illuminati. Oui non je sais, ça part littéralement dans tous les sens. Dans le film ça fait plus sens, parce que là je vous le raconte comme ça, c'est... Non mais en fait c'est parce qu'il faut... Non mais alors par contre quand je vous dis les Illuminati, si vous vous attendiez à voir Beyoncé, pas du tout hein. C'est vraiment les Avengers mais version éco-plus. Et il y a Professeur Xavier aussi, qui est dans un fauteuil roulant, en mode Bumblebee. Marvel c'était mieux avant hein. Si je peux me permettre. Wanda continue avec tout ce qui est le terrorisme, course-poursuite Condé. Il se retrouve dans un univers magique sous LSD. Docteur se bat littéralement avec lui-même et pendant tout ce temps, qu'est-ce que Wanda elle fait? Non, pas du terrorisme, elle torture une gosse. Avant c'était... Il y a quand même, hein. On peut pas faire ça non plus. Après ça, il se passe beaucoup de choses. Il y a Docteur qui devient zombie, la meuf qui peut voyager entre les univers, elle met des high kicks à Wanda. Traumatise ses gosses, ensuite elle comprend que le Dark Romance c'est vraiment pas fait pour elle, du coup elle s'enfuit sous 35 tonnes de cailloux. Et fin, ce film, on sent que c'est le moment où Marvel commence à s'essouffler beaucoup. Je peux pas mettre moins de points parce que j'aurai toujours une petite place dans mon cœur pour les films Marvel. L'histoire est un peu... genre ça souffle en fait. Il y a 3 absolutes divas qui chantent. Malheureusement, elles ont le même niveau de popularité que Bruno Monroe. Et il y en a une des 3 qui a un boyfriend qui est dans la mafia. Très Dark Romance me direz-vous, mais aussi très très dangereux puisqu'à un moment, elle le surprend en train de faire un nouveau trou de balle dans un de ses collaborateurs qui n'a pas beaucoup collaboré. Elle va voir la police, sauf que maintenant, elle a des informations compromettantes, donc évidemment, ils doivent la protéger. Donc c'est pour ça qu'ils la font devenir nonne. Il n'y avait pas plus facile comme... c'était première option, deviens nonne, ou la comprendre, moi aussi, il y a pas mal de fois je me suis dit je devrais sûrement devenir nonne. Au début c'est un petit peu compliqué pour elle, elle a du mal à comprendre les codes, en plus de ça c'est un couvent qui est en mode skinny talk vu qu'elle va rebouffer apparemment. Et il y a aussi une chorale, sauf que la chorale elle pue la merde, il faut le dire, excusez-moi. Sa mère, la reine des pu... Clairement les cordes vocales ont pas été bénies par le bon Dieu. Ou la fake nonne, elle décide de se la jouer professeur d'éducation musicale. En 2-2 les nonnes, elles savent super bien chanter, elles sont prêtes à passer à The Voice. La mafia finissent par retrouver la fake nonne, ils la kidnappent. Ou les autres nonnes, elles décident de prendre un fucking hélico pour aller sauver la fake nonne. Genre elle rentre à fucking 67 dans un fucking hélico. Après sa course poursuite Condé dans le casino, le méchant se fait rattraper, la fake nonne devient une vraie nonne. C'est génial. Les moments où elle chante, c'est vraiment absolument iconique et j'ai adoré ces moments-là. Par contre, tout le reste, l'histoire est un peu... Je sais pas, genre la mafia elle fait trop cartoonesque, puis l'histoire est un peu... Je peux reconnaître quand même que tu ressors de ce film avec le sourire. Donc en soi c'est toujours ça de prix. Il y a un monde secret dans lequel les emojis vivent et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de se faire choisir dans un message. Chaque emoji a sa fonction, bien évidemment, l'emoji danse qui représente quand tu danses, l'emoji caca qui représente quand tu fais caca, l'emoji crevette qui représente le paf de mon ex. Enfin bref, on retrouve le personnage principal qui s'appelle May et il n'arrive pas à bien May. Voilà. En fait, en relisant mon résumé, je me rends compte à quel point le film est vraiment ridicule de fou, quoi. Du coup, vu qu'apparemment il arrive pas à faire son taf, la Queen décide de le tuer, mais arrive à se casser de l'application message et se retrouve à divaguer un petit peu dans les autres applications du téléphone. Il rencontre la baddie du film et pendant tout ce temps, le propriétaire du téléphone veut faire complètement réinitialiser son téléphone parce que son téléphone l'empêche de pécho. Ok, Tana. Il y a encore une autre course-poursuite. Vu qu'apparemment c'est devenu obligatoire dans les films maintenant. Le téléphone est sur le point de se faire supprimer, sauf qu'en fait May arrive à envoyer un emoji qui aide le propriétaire de téléphone à pécho. Du coup en fait c'est bon, il est ok. En fait il voulait juste pécho quoi. C'est son seul... Il en a rien à foutre du reste. En fait le truc c'est que moi j'ai trop un soft spot pour les films d'animation comme ça, donc je peux pas mettre une mauvaise note parce que j'aime trop les films d'animation pour enfants. Genre vraiment je trouve ça tellement bien à chaque fois. Mais après l'histoire elle est nulle. Il y a un mec qui se réveille dans une baignoire qui a l'exacte même couleur que moi quand je prends mon bain trimestriel. Il y a aussi un autre mec qui est là et un troisième aussi mais qui est sûrement mort. Vu que sa tête ressemble à une bouillabaisse. Après je suis pas médecin, je peux pas dire. Au fur et à mesure, il découvre que en fait le méchant du film leur a laissé plein de stuff, un peu comme les paquets cadeaux que tu reçois quand tu vas à un anniversaire quand t'as 8 ans. On apprend comment est-ce que le serial killer il a fait pour kidnapper la meuf et la fille d'un des mecs qui est enfermé dans la salle de bain dégueu là. Vous inquiétez pas par contre, la police enquête de pied ferme sur cette affaire.
Enfin, il y a 2 mecs. Le serial killer a déjà fait 45 victimes, mais bon, on va envoyer genre le mec qui s'occupe de l'entretien et le stagiaire de 3ème, et puis c'est sûrement suffisant après tout. Les deux arrivent quand même à retrouver le serial killer, sauf qu'ils se la jouent Assassin's Creed. Il y en a un qui se fait trancher la jugulaire et il y en a un autre qui se fait trouer comme un fromage râpé. À un moment, il y a une espèce de flashback, on comprend que un des mecs qui est enfermé dans la salle de bain d'aigu, il s'est fait kidnapper par un furie qui a pas beaucoup de budget. 2 mecs qui sont enfermés dans la salle de bain, ils essayent de faire un plan pour faire semblant qu'il y en a un qui est mort, sauf qu'en fait, ils jouent la comédie comme Affida Turner. Étant Capricorne, la dépression flirte parfois avec moi. Ça fonctionne absolument pas. Après, on découvre comment est-ce que l'autre de la salle de bain s'est fait kidnapper aussi par le furie qui a pas beaucoup de budget. Vous remarquerez comment dans ce film, je passe constamment du coq à light. C'est vraiment parce que le film passe du coq à light toutes les 5 minutes. Après, il y a un des mecs qui était enfermé dans la salle de bain qui arrive à tuer son pote, sauf qu'en fait, il tue pas son pote, il tue le méchant. Après, il y a un autre plot twist, mais je vous dis pas, regardez le film. Étonnamment, vu le résumé que je viens de vous faire du film, on pourrait s'attendre à ce que je lui donne une mauvaise note, sauf qu'en fait, le film est vraiment très très bien. Que le concept qu'on passe du présent au passé, qu'on passe d'une histoire à une autre, qu'on fasse ci, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, c'est insupportable. Je suis désolé, moi je suis trop brain rot pour ça. Dès le début du film, il y a un renard qui se fait kidnapper, sûrement par le psychopathe de Saw. Après, on a un bond dans le temps, on découvre qu'en fait il est marié, que maintenant il a un gosse, et le gosse il est genre émo. Sauf que le mec ça lui suffit pas du tout, du coup il décide d'acheter une baraque énorme. Ça se voit qu'à l'époque on n'était pas dans la France à Even. Il accueille aussi son neveu qui est genre ultra badass, il fait du karaté. En même temps le renard il commet des crimes contre les 3 humains de la contrée. Il y a des humains et il y a des animaux. Mais les animaux parlent comme des humains. C'est toute une histoire. Les 3 humains finissent par se rendre compte que c'est lui qui les vole, décident de le pourchasser. Le renard et sa famille décident d'aller sous terre, tout comme ma grand-mère, RIP mamie. Les 3 humains font littéralement tout péter. Pour un fucking renard quand même. À un moment ils arrivent à revoler des trucs aux humains, du coup ils vivent dans un trou, mais maintenant ils sont riches, du coup bah là tout de suite en fait ça lui va bien de vivre dans un trou, c'est une référence au début du film, enfin faut regarder le film pour comprendre. À un moment ils se font éjecter, le neveu du renard se fait kidnapper, du coup ils décident de littéralement faire péter tout le village, beaucoup de dommages collatéraux, 67 morts, 29 blessés. Ils arrivent à retrouver le neveu et les humains en profitent pour leur tirer dessus. Encore une fois on parle de renard mais ils nous sortent littéralement les stocks de la DGSI. Bref au final ils sont obligés de vivre dans les égouts mais en fait ils sont ok avec ça parce qu'ils ont accès à un supermarché donc bah c'est cool. Le Leclerc. Le style du film est franchement incroyable. Le genre de film que t'as envie de faire regarder à tes enfants. Après, je vais pas mentir, il y a certains moments où les animaux ils font quand même un peu peur. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu très très peur. Bon alors c'est un mec, il est riche et il est gay. Et en fait il est un peu triste parce qu'il est célibataire. Du coup il décide d'engager un coach sportif et lui aussi il est gay. Du coup les deux ils décident de faire du sport, de gay bien évidemment. Et du coup après ils se font un resto de gays ensemble. Sauf que en voulant payer le coach il se pète le crâne, du coup moins 1000 aura, miskin. À un moment il y a les deux qui s'embrassent, sauf que c'est un peu gênant. On dirait le bisou que tu fais à ton premier boyfriend sous préau du collège en 5ème. Après ils sont beaucoup moins timides, genre... beaucoup moins timide. Ça continue de Doro, après il y a des espèces de crises existentielles, histoire d'amour compliqué, blablabla. Okay, bon, pour être honnête, j'ai pas regardé le film, je suis désolée. C'est pas que le film était nul, mais c'est que le film était chiant. Quand tu regardes un film, t'as envie d'être diverti. Là, il y a pas de divertissement. À la fin du film, il y a littéralement une scène de 4 plombes où on le voit bouffer des nouilles en silence. Long, c'est pas intéressant. Yes, gay people, I guess. Mais je comprends pas comment est-ce que ça peut être le film préféré de quelqu'un. Kirikou arrive à s'accoucher de lui-même tout seul, il arrive à se nettoyer tout seul, il a envie de se battre contre Caraba la sorcière tout seul, enfin bon il sait tout faire sauf trouver une alternance. Il part avec son oncle afin de pouvoir se fight avec Caraba la sorcière. Quand je dis quelque chose, bah je le fais jusqu'au bout, wesh. Surtout quand je suis payé. Il est à 2 doigts de se faire kidnapper par Caraba mais il arrive à s'enfuir avec ses toutes petites jambes. Et comme Kirikou, il est incroyablement têtu, il a envie de savoir pourquoi est-ce que Caraba la sorcière elle est aussi méchante avec tout le monde en fait, genre détente ma gros, prends une verveine. Après Kirikou il a envie de jouer avec les autres enfants sauf qu'en fait il le body shame. Il est tout petit. Malgré que ses enfants les bully, il va quand même les aider puisqu'il manque pas de se faire kidnapper 2 fois. Se faire kidnapper une fois, je peux comprendre, ça arrive 2 fois. Non, là t'abuses pas. Comme un bon samaritain, il va aussi réussir à faire offrir l'eau au village, sauf que dans le processus, il meurt. Bye bye Kirikou, fin du film. Mais non, je rigole, vous savez très bien, les habitants du village chantent leur amour à Kirikou et il revient. En fait, c'était juste une pique-me, il avait besoin d'attention. J'adore ce film parce qu'en fait, il est comme moi. Il décide de marcher avec toujours ses petites jambes afin de trouver son grand-père parce qu'il y a que lui qui sait pourquoi est-ce que Caraba la sorcière elle est aussi vénère contre tout le monde. Il arrive à survivre à la moitié de la savane qui s'en prend à lui alors qu'il a quand même que 2 jours. Kirikou arrive à retrouver son grand-père, il lui donne la raison de pourquoi est-ce que Caraba elle est aussi vénère contre tout le monde. Kirikou arrive à retirer l'épine que Caraba a dans le dos et enfin cette diva ne souffre plus. Et après le film devient un peu bizarre parce que du coup Kirikou en fait il grandit d'un coup, il se met en couple avec Caraba alors que genre ok Kirikou est grand mais il a que 2 jours, enfin je sais pas c'est un peu bizarre. Kirikou c'est un chef d'œuvre, que ce soit l'animation, que ce soit l'histoire, que ce soit les messages qu'il y a cachés dans ce film et en plus de ça je pense qu'on a tous grandi avec Kirikou. Je peux pas ne pas mettre 10 sur 10.
Alors, j'ai trouvé pas mal de films à propos de femmes qui sont au Bois de Boulogne. Mais il n'y en a aucune des filles de ce film qui était qualifiée avec l'adjectif de belle. C'était des adjectifs plus moins gentils, on va dire. Si quelqu'un a un lien pour la belle au Bois de Boulogne, n'hésitez pas. On arrive directement sur une gamine complètement starbée qui parle en miaulant. Assez rapidement, on comprend que l'histoire va se passer à Silent Hill, traduction la colline silencieuse, à ne pas confondre avec la colline qui a des yeux. Petite blague de cinéphile, si je peux me permettre, je suis dans le monde du cinéma maintenant. Tu es dans le monde de la musique, toi? La daronne décide d'emmener sa gosse à Silent Hill et pendant qu'elle conduit, elle ne respecte absolument pas toutes les règles qu'on a appris dans la SSR2. Dans cette situation, réponse A. J'accélère et je... Finit d'ailleurs par perdre sa fille dans Silent Hill et après elle manque de se faire kidnapper par des avortements ratés. Évidemment, elle décide de retourner à sa voiture et c'est à ce moment-là qu'une policière sexy débarque. Je savais pas que c'était la meuf, elle continue de chercher sa fille et elle tombe sur un mec qui s'est emmêlé dans les guirlandes de Noël. L'aventure continue à Traumatisme Hill. De base, la daronne, elle voulait juste retrouver sa fille. Au final, elle se retrouve avec 67 ans de thérapie. La daronne arrive quand même à retrouver la policière sexy. Elles se font attaquer par Pyramid Head. D'ailleurs, avec une épée aussi grosse, je pense que c'est pour compenser autre chose. Vu que la recherche de sa fille disparue commence à être un petit peu longue, la daronne décide de faire de l'acrobranche. Je la comprends, moi aussi j'adore l'acrobranche. Se fait aider par une meuf qui a un brushing désastreux. Aïe, c'est encore pire, mais madame! Après ça, la policière sexy, elle l'abandonne. Bon, elle a bien raison, moi ça fait depuis très longtemps que je l'aurais abandonné. La meuf, je suis désolée, mais ton aventure, elle est pour toi, elle est pas pour moi. La daronne se retrouve face aux cunty infirmières de Silent Hill, qui d'ailleurs n'ont certainement pas fini leurs études, puisqu'elles se chlassent toutes entre elles. On apprend comment est-ce que la colline est devenue silencieuse. En fait, ils ont voulu faire un barbecue avec une gamine. Du coup, ça a pas fonctionné. Et du coup, bah voilà, la colline est devenue silencieuse. Comme dans un film d'horreur, donc on n'apprend pas de ses erreurs. Donc les habitants de la colline silencieuse décident de refaire un barbecue avec une autre gosse. Au final, la daronne réussit à retrouver sa fille. Tout le monde meurt dans le processus. En même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà, c'est la fin. Ce style de film d'horreur des années 2000, c'est tellement absolument iconique. Rien que pour ça, ça a gagné énormément de points. En plus de ça, j'ai découvert que Silent Hill, c'est un classique pour une bonne raison. Parce que c'est vraiment un fucking bon film. Et j'ai très hâte de pouvoir regarder les autres. Mais pas maintenant, hein, parce que là, je viens de me taper 50 films quand même. Peut-être prendre une petite pause. Déjà on commence extrêmement mal puisqu'il y a une intro de 8 minutes avec des fucking fleurs vu qu'apparemment on est à Jardiland maintenant. Après on entre dans le film, mais je n'ai rien compris. Il y a une meuf qui parle comme si elle avait une noix coincée dans la gorge. Il y a des mecs qui se foutent de sa gueule. Après ça chante et ça chante et ça rechante et puis ça continue comme ça. Et après j'ai lâché l'affaire. Je suis vraiment désolée parce que le film il dure 3 heures. Qui a le temps de regarder un film de 3 heures? C'est un vieux film, donc j'ai pas envie de dire que les vieux films sont nuls, mais c'est un vieux film. Il y a trop de passages qui sont juste longs sans raison. Il y a trop de dialogues inutiles. Parfois c'est bien de prendre son temps, qu'on soit bien d'accord, mais parfois c'est aussi sympathique de passer la 4e. Il y a une meuf qui doit interviewer Christian Grey. Déjà elle arrive et elle se casse la gueule. Perte d'aura astronomique. Et en plus de ça, sa frange est coupée à la tronçonneuse. Ensuite, on découvre que Christian, le psychopathe, trouve où elle travaille. Et ça, il pose des questions ultra intimes sur sa vie. Et quand il apprend que elle aime le romantisme, il lui dit qu'il n'est pas l'homme pour elle. À ce moment-là, ils ont discuté 3 fois. Christian, le psychopathe, arrive à retrouver le bar dans lequel elle est et il vient la chercher aussi. La seule différence avec le serial killer d'Anso, c'est que Christian, au moins, il a des gros bras. Après ça, du coup, il se pécho. Il l'emmène dans son hélico comme les nonnes dans Sister Act. Les femmes et les hélicos sont très connectés. Ensuite, les deux se retrouvent chez lui et c'est à ce moment-là que Christian fait découvrir à Anastasia ses accessoires équestres. J'imagine. Après ça, Sadoro, et à partir de ce moment du film, on a les gougouttes de Dakota Johnson dans le pif. Tout le film. Après ça, on apprend que Christian, il est comme ça parce qu'il s'est fait groomed quand il était enfant. Un peu deep, maybe va voir un psychiatre. C'est Anastasia, je suis un homme qui a beaucoup de... Bon, après, la suite du film, c'est vraiment Doro à gogo, moment fun, de l'avion dans un spermatozoïde géant. Mais franchement, l'histoire vole pas haut, quoi. La fin nous laisse quand même sur un cliffhanger qui nous rappelle le début du film. Mais franchement, c'est nul! Un point, parce que les musiques du film sont quand même incroyables et absolument iconiques, mais sinon le film est nul. En fait, on a l'impression que ça a été écrit par quelqu'un qui ne connaît rien du tout au milieu équestre. Puis même leur espèce de relation de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, en fait c'est plus de mon âge. En fait, c'est sympa quand t'as 14 ans, faut grandir. Il y a un mec qui se fait littéralement tirer dessus pendant qu'il est en train de poser sa pêche dans un buisson. Comment mal commencer sa journée, me direz-vous. Après ça, il y a 2 meufs qui se font littéralement agresser par un vieux allemand dégueu. Enfin bon, vieux allemand implique le dégueu. Elles courent dans la forêt afin de pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir les aider et elles tombent sur un vieux allemand flippant, même si le vieux allemand implique le flippant. Ils se font littéralement droguer et ensuite kidnapper. Et le psychopathe du film tue et enterre le mec du début en plein jour, dans son jardin, comme ça. Ah chérie, il y a le voisin qui est en train d'enterrer quelqu'un dans son jardin. Oh bah comme d'habitude. Oui, comme d'habitude.
au final. Et ensuite, le psychopathe allemand explique comment est-ce qu'il va faire pour connecter la bouche et l'anus des 3 personnes qu'il a kidnappées afin de faire The Trio iconique, un peu comme les Totally Spies. Il y en a une qui arrive à s'enfuir, mais évidemment dans un film d'horreur, donc elle fait la conne et elle se fait rattraper par le méchant. Ensuite, l'opération est faite et la suite du film, c'est juste le psychopathe allemand qui est dans une espèce d'ego trip chelou. Le film avance pas plus que ça, juste il fait des activités avec la chenille et c'est pas fun à regarder. Il y a quand même la police à un moment qui vient enquêter, mais comme c'est des policiers de films d'horreur, vous doutez bien, ils sont pas très efficaces. Au final, le mec devant la chenille se zigouille tout seul et celle de derrière, elle meurt d'une septicémie. En même temps, elle bouffe du caca depuis 4 jours, donc les 2 policiers meurent, le psychopathe aussi, donc au final, il reste plus que la meuf au milieu de la chenille qui vit le pire cauchemar de chaque être humain, être bloqué en Allemagne. Le film m'a mis physiquement très mal, je dois le dire, clairement il mérite ses fleurs pour ça. Et je pense qu'à mon avis l'histoire d'être quand même plus intéressante dans les 2 films qui suivent, parce que là pour le coup je trouve qu'il y a quand même pas mal de trous, sans mauvais jeu de mots. On suit Elisabeth, Miskina, la pauvre, elle a perdu toute sa popularité qu'elle avait quand elle était jeune et elle apprend l'existence de la substance et un médicament qui permettrait d'être une meilleure version de soi-même. Du coup, elle se l'injecte alors qu'elle sait même pas ce qu'il y a dedans, elle gigote un peu sur le sol de sa salle de bain et elle accouche d'une autre version d'elle-même mais plus jeune et plus jolie. Moment un peu dégueu, son autre elle doit recoudre son ancien elle. Là encore une fois, elle respecte aucune règle de la médecine. Je pense qu'à mon avis, elle a dû aller dans la même école d'infirmière que celle de Silent Hill. Au final, son autre elle se fait engager dans le job que son ancien elle a perdu. Après ça, elle se la joue un petit peu Bob la bricoleuse, elle enferme son autre elle dans le mur de sa salle de bain. Son autre elle respecte pas du tout la balance, du coup son ancien elle commence à littéralement pourrir, sauf que ça ne se voit pas, parce qu'elle a toujours son beau petit manteau jaune. À un moment ça commence à être un petit peu difficile à cacher vu qu'elle ressemble littéralement à la grand-mère dans les Croods. Du coup elle décide de faire à bouffer. Après du coup l'autre elle se rend compte que son ancien elle fait vraiment n'importe quoi, du coup elle respecte plus du tout la balance, elle continue à choper le jus de l'autre pour pouvoir elle continuer à vivre sa life, complètement ladée. L'autre quand elle se réveille elle se rend compte qu'elle ressemble à un chewing-gum sous stéroïdes. À un moment le vieux chewing-gum décide d'arrêter l'expérience, sauf qu'en fait elle regrette d'avoir fait ça. Son autre elle et son ancien elle se retrouvent à être éveillés en même temps, sauf que oh my god, c'était jamais arrivé avant dans l'histoire de l'humanité. Big fight, l'original elle se fait complètement marave, l'autre elle commence à perdre ses dents, son autre elle s'injecte la substance, sauf qu'il fallait absolument pas faire ça parce que du coup maintenant ça a créé une bestiole à la Resident Evil. La bébête elle monte sur scène, elle finit par se taper la honte devant tout le monde et ça finit en ratatouille sur le trottoir. Ce film est incroyable, oh my god, merci de m'avoir fait découvrir mon nouveau film préféré. C'est nouveau, c'est frais, c'est dynamique, c'est gore, en même temps c'est un peu poétique. Je suis franchement pas facile à satisfaire et là pour le coup ce film, j'ai rien à redire. Dès le début, on comprend que la daronne en a absolument littéralement rien à foutre de sa fille puisqu'elle décide de la faire déménager à l'autre bout de l'Espagne ou peu importe le pays dans lequel on est. Sauf qu'en vrai, ça va parce que son beau-père, il est littéralement pété de thunes et en plus c'est un pain. La meuf qui a déménagé, elle rencontre aussi son demi-frère qui la drague. Bonjour princesse, ça va, j'ai bien dormi. Après ça, la famille décide d'aller au restaurant tous ensemble et la meuf est habillée littéralement n'importe comment, donc je vous confirme, on est bel et bien en Espagne. Après ça, son demi-frère l'abandonne sur le bord de la route et après elle se retrouve en soirée et il est là. Et encore une fois, il y a une espèce de tension chelou entre les deux alors qu'ils sont fucking demi-frères. Après ça, il y a un flashback et on découvre que la meuf avait un père violent, donc ça permet de donner un petit peu de profondeur à son personnage qui pour l'instant était aussi plat que moi avant mon BBL. On la voit mater le cul de son demi-frère aussi. Voilà. Si moi j'ai été trauma par cette information, vous aussi, vous allez l'être. Après ça, ils se retrouvent dans une autre soirée, ça se fait chaud. Après, il y a une course de voiture, ça se fait chaud, ça se fight aussi. Après, la suite du film, c'est à peu près que ça. Il y a le fameux moment où ils se rendent compte que leur amour est complètement impossible. Et petit détail fun, ils se font surprendre en train de dormir ensemble. Personne n'en reparle dans le film après. Tout le monde s'en fout de l'inceste. Fêter le fait que leur inceste est accepté par leur famille, ils décident de ken sur la plage. Et ensuite, la meuf se fait kidnapper par un gang rival pendant qu'il achète des capotes. Si jamais vous avez pas vu le film, vous devez tellement croire que j'invente, mais je vous promets, c'est vraiment ça qui se passe. Après, en fait, on découvre que c'est son père qui la kidnappe. Me demandez pas pourquoi. À ce moment-là du film, j'avais complètement décroché. Je regardais que les scènes de Doro de toute façon. Elle se fait sauver, c'est génial, youpi, fin du film. Il y a des moments qui sont quand même stylés, genre les courses de voiture, c'était quand même un petit peu sympathique, mais sinon le reste du film. Parce que c'est un film appréciable à regarder si encore une fois t'as 14 ans, mais je pense qu'à mon âge, c'est juste gênant. C'est une école pour garçons et du coup évidemment il y a plein de garçons. Il y a aussi un prof qui est un petit peu edgy en mode le prof cool. Il leur apprend que la poésie c'est tellement fun, trop cool et génial, edgy et funko. Et ils apprennent aussi l'existence de la Dead Poets Society qui est une société secrète apparemment dans l'école. Eux veulent refaire l'exact même chose. Du coup ils se trouvent un coin secret dans la forêt pour se lire des poèmes entre eux.
Gay. Après, il y a le prof qui trauma un gosse qui est un peu timide et qui n'ose pas parler devant la classe. C'est pas ça par chez vous? Ben non, nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. On suit un petit peu leur vie d'ado avec leur délire de poésie et tout ça. Bon, ça on s'en fout un peu. Les gérants de l'école découvrent tout le secret autour de la Dead Poet Society et du coup, il y en a un qui se tire dans mode genre 50 nuances degrés. Très gênant à regarder. Il y a aussi une histoire d'amour dans le film et là pour le coup je dois quand même dire que c'est assez choupi, cute, sympa. Et il y a aussi une pièce de théâtre qui est aussi très choupi. Et vraiment tout est très choupi, hein. Enfin sauf le moment où il y en a un qui se suicide parce qu'en fait son père l'interdit de voir sa meuf et de faire de la poésie aussi je crois. J'ai pas full suivi le film, je vais pas vous mentir. Après le prof de poésie se fait virer et du coup il y a tout le monde qui monte sur les tables et la morale de l'histoire c'est que la poésie c'est trop bien, c'est génial. J'ai pas aimé ce film. L'histoire est sympa et je crois qu'en fait c'est juste pas mon délire. Il y a un roi qui s'habille comme une maxi diva et en fait sa femme elle meurt, sauf que le problème c'est qu'il a pas de fils et il doit absolument faire un fils parce qu'à l'époque les hommes étaient encore utiles. Il va donc décider de se remarier avec sa fille. Bon, à contresens, c'était moralement chelou. Autant là, on est vraiment dans le légalement chelou. La princesse, elle se casse pour aller voir sa bonne fée parce que là, c'est la dé dans sa vie. Après, il y a tout un moment où ça se la joue les reines du shopping. La princesse, elle dit à son daron qu'elle acceptera de le marier que si il lui donne la peau d'âne. Sauf qu'en fait, l'âne, il chie les pièces. Donc, si jamais il fait ça, ça veut dire qu'il l'aime vraiment beaucoup parce que, bah, du coup, il aura plus d'argent. Son père le fait quand même. Il grave la dé pour elle. Du coup, la princesse, elle décide de partir aller vivre dans un taudis. Alors là, on nage dans la merde. Oh mon dieu, c'est une culotte. À un moment, il y a un prince aussi qui va tomber amoureux d'elle en 2-2 après avoir fait le voyeur chelou à regarder à travers ses fenêtres. Le prince tombe malade. Du coup, la meuf, elle lui fait un cake aux fruits, mange le cake, et après, ça part dans un espèce de voyage astral où les deux chantent leur amour. Bon, là, c'est un peu drôle, mais du coup, tu te demandes quand même qu'est-ce qu'elle a foutu dans le cake aux fruits, quoi. Évidemment, le prince cherche la meuf qui lui a fait le cake aux fruits. Il finit par la retrouver, c'est génial. Tout le royaume chie des bulles. Il y a même l'hélicoptère de Christian Grey qui se ramène. Le côté incestueux du début du film, c'est immonde. Mais après, franchement, le film est quand même sympathique. Il y a des petits moments où ça chante et moi j'ai bien aimé. L'histoire est quand même relativement belle et puis tout l'univers est quand même extrêmement bien construit. On suit une famille composée que de filles sauf le père, vous vous doutez bien. Il y en a une qui tente de se quick, donc forcément ça fout un petit peu un froid dans la famille. Tout le monde est triste, mais la vie continue. Du coup, ils décident de faire une fête à un moment, sauf que la gosse qui a essayé de se quick, elle se fait vraiment chier à cette fête. Du coup, elle saute du toit. Aussi, j'ai été à des soirées, c'était vraiment nul. Et j'avais envie de faire la même chose. Après, les autres filles de la famille, elles deviennent une espèce de secte et elles traînent que entre elles à l'école. Il y a une des sœurs d'ailleurs qui fait grave la tana parce que ça l'aide à faire son deuil. Et en même temps, je la comprends parce que moi aussi, quand mon arrière-grand-mère elle est morte, j'ai fait la tana parce que ça m'a beaucoup aidé à... Qui a dit ça? C'est même pas vrai en plus. Après ça, elles se font emmener au bal de promo. Les robes qu'elles mettent sont absolument hideuses, mais c'est pas grave. La sœur Tana ken au milieu d'un terrain de foot et son cum l'abandonne. Après, la mère la prend. Du coup, elle enferme les filles à la maison. Et après, toutes les sœurs, elles décident de se... En fait, j'ai pas compris le film. Pas compris où est-ce que ça allait. J'ai pas compris ça racontait quoi. Je suis désolée. Il y a un mec qui fait du bateau en slibard et en fait à un moment il crache son bateau et du coup il y a un autre mec qui est pas en slibard qui vient l'aider. Il va chez le mec et sa mère le fout à poil et elle complimente son paf aussi. En tout cas, belle bite. Les deux deviennent ultra BFF et on apprend que le mec qui a craché son bateau au début du film, sa mère c'est celle des tuches. Super sympa, la meuf elle vit une double vie. À un moment ils aident un mec bourré et le mec qui a craché son bateau au début du film comprend que son pote il aime les beaux garçons. Si vous voyez ce que je veux dire. Gay. Ça se fout sur la gueule pendant la foire et après quand ça rentre à la maison ça ken. Après ça ils sont super choux, ils lisent de la poésie ensemble, ils se font des bisous. Et après ils le trompent. Bon, après, ils étaient pas vraiment ensemble, techniquement, donc c'est pas vraiment de la tromperie. Après, le mec, il meurt. Aucune réaction, vraiment. Du coup, l'autre, il veut voir son corps. Du coup, il se travestit pour voir le cadavre de son pote. C'est bizarre expliqué comme ça, mais c'est beau dans le film. Après ça, il arrive à danser sur la tombe de son pote et il finit en garde à vue. Le film est vraiment ultra touchant, mais c'est trop tragique. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu de joie, de bonne humeur? Je ne sais pas. Tout le monde est gay ici, donc vous connaissez forcément le diable s'habille en Prada. C'est une meuf qui devient l'assistante de Anna Wintour. Bon, dans le film, elle s'appelle pas Anna Wintour, elle s'appelle genre... La meuf, c'est une empotée comme c'est pas possible. En plus de ça, elle s'habille n'importe comment avec des pulls moches. Du coup, il y a tout le monde qui la misquine. Après, dans le film, elle s'habille un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus si ouf que ça. Anna Wintour, elle fait trop la meuf, alors que elle aussi, c'est une misquine puisque son mec vient de la quitter, elle va faire une heure. Et en plus de ça, elle ne peut même plus martyriser son assistante Laidron puisque maintenant, elle fait bien son travail. Bref, après ça, l'assistante Laidron, elle finit son stage d'observation et elle retourne bosser à l'idole. Le film a tellement de moments iconiques, mais en même temps, ça se comprend parce que c'est un des films littéralement les plus connus sur Terre. Ce que j'aime bien quand même, c'est que c'est pas complètement ridicule parce qu'il y a beaucoup d'œuvres cinématographiques où ça parle de mode et où c'est juste ultra cliché et ridicule. Là, je trouve que ça va.
Il y a un gosse qui se fait bully par d'autres gosses, du coup il y a un monsieur qui vient pour l'aider. Après ils vont sur la plage et ça devient un petit peu sa figure paternelle, comme quoi si vous avez pas de daron, il suffit de traverser la rue. Sauf qu'en fait le mec à la base il aide le gosse parce qu'il se sent mal, parce que c'est lui qui vend du crack à la daronne du gosse. Ouais, ça devient très deep très rapidement. Le gosse il grandit et il se fait bully parce qu'il est timide. En plus de ça, sa figure paternelle elle est morte. Comme quoi quand ça veut pas, ça veut pas. Mais il arrive quand même à faire des bails sur la plage. Yes, on est d'accord. Et en plus c'est avec un autre garçon. Double yes, on est là. Sauf qu'en fait il se fait marave par ce même mec parce qu'il y a un autre mec qui lui a dit de faire ça. Mais vous inquiétez pas parce que le mec il va finir par exploser une chaise sur la gueule du mec qui avait dit à l'autre mec de faire ça. J'espère que vous m'avez suivi là-dedans. Ensuite on voit qu'il a grandi encore plus en âge, pas en taille, sinon il ferait déjà 4 mètres. Il devient badass de fou, il arrive à retrouver le mec avec qui il avait fait des bails sur la plage. Sauf qu'en fait maintenant le mec il est marié et il a un gosse. Il y a un moment où c'est un petit peu romantique quand même. Et c'est tout. C'est vraiment un super beau film, c'est vraiment une histoire qui est passionnante à suivre. Mais il manque des trucs. Il y a une meuf, elle veut absolument que son mec rencontre sa famille. Elle l'emmène et sur le chemin, elle balance sa puff par la fenêtre. Du coup, pour la punir, le karma décide de lui faire percuter une biche. Désolé Bambi. Après il débarque chez la meuf et l'ambiance est un petit peu tendax parce qu'en fait toute la famille est blanche et toutes les personnes qui s'occupent de la maison sont noires. Ils ont d'être un petit peu le swook s'il vous plaît. Le plus chaud de la famille c'est clairement le frère puisqu'il veut absolument faire des câlins au mec de sa sœur. Après ça la daronne elle lui offre une séance d'hypnose gratuite. Ça va le mettre un peu dans le mal. À un moment le mec il va prendre en photo un autre mec qui a l'air d'être sous l'emprise de l'hypnose. Il va complètement craquer son string, ça va se foutre sur la gueule et tout. Après ça il essaye de partir sauf qu'il se fait attaquer par la Sandy Family. Pâte à la boconnette. Et ensuite il apprend qu'en fait toutes les personnes qui travaillent dans la maison ont le cerveau d'autres membres de la famille. Je suis pas sûr d'avoir compris à ce moment-là. Il arrive à s'enfuir et il le fait fucking bien. Oh my god, merci. Enfin quelqu'un qui est capable dans un film d'horreur. Il arrive à retrouver son pote. Tout est bien, qui finit bien. L'histoire est tellement originale. J'avais peur que vu que c'est un film d'horreur un petit peu psychologique, ça soit compliqué pour être compliqué. Et en fait, pas du tout. C'est très facilement digérable. C'est une meuf qui fait de la danse classique et elle veut absolument se faire caster pour un rôle. Du coup, elle travaille extrêmement dur. À un moment, il y a Vincent Cassel qui se ramène et il y a toutes les danseuses qui se rhabillent parce que bah... c'est Vincent Cassel. Sauf que la meuf qui va essayer d'avoir le rôle, elle va absolument essayer de séduire Vincent Cassel puisque c'est lui qui s'occupe de tous les rôles, machin ça. Bon, elle s'y prend pas très bien parce qu'elle va le mordre carrément comme le ferait le chihuahua de Maliboni. Après, elle découvre qu'elle a le rôle, youpi, sauf qu'elle a même pas le temps d'aller aux toilettes pour appeler sa mère qu'on la traite déjà. Franchement, ça se fait pas, mais j'avoue, c'est un peu drôle quand même. Vincent Cassel va lui conseiller de se goon, ce qu'elle va faire d'ailleurs. Avec sa mère à côté. Après elle va en soirée avec sa pote et elle finit complètement rapta. Et en rentrant chez elle avec sa pote, elle fait ce qu'on fait toutes aux soirées entre copines. Ensuite le film continue, elle danse, elle devient de plus en plus folle. Ça signifie que le rôle la consume, blabla, vous avez compris le message. Et elle finit par mourir sur scène comme Dalida. J'aime pas la danse classique, mais je peux reconnaître quand même que c'est un bon film. Il y aurait probablement un milliard de trucs à dire sur tous les éléments un petit peu cachés qu'il y a dans le film. Je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est le film préféré de certains d'entre vous. La meuf, elle se fait inviter à une soirée entre copines, sauf qu'elle ne sait pas vraiment se tenir et elle se retrouve à bouffer le doigt d'une autre meuf. Évidemment avec son père, ils vont fuir et après son père va l'abandonner. Donc évidemment la meuf est un petit peu tristoune, du coup elle décide de prendre un Flixbus et elle retrouve un autre vieux monsieur qui bouffe des gens comme elle. La meuf abandonne le vieux et elle retrouve Timothée Chalamet qui a visiblement joué dans le tiroir à perruque de Kylie Jenner vu qu'il a les cheveux roses maintenant. La go elle arrive à retrouver sa mère, sauf que c'est à cause d'elle qu'elle aime bouffer les gens, donc les retrouvailles sont un petit peu tendax comme on fait. Après elle abandonne Timothée Chalamet et elle retrouve Timothée Chalamet. Les deux arrivent à vivre relativement heureux. Le vieux du début retrouve la meuf, il l'attaque. Timothée Chalamet le maîtrise mais il a été touché pendant le combat. Il meurt, goodbye, fin du film. Personnellement j'adore quand on utilise le cannibalisme dans l'art parce que je trouve que ça peut permettre de faire passer des messages très intéressants. Mais l'histoire est... Il y a deux gosses qui se font visiter par des moucherons pendant qu'ils dorment et il y en a un des deux qui danse le chata aussi. À un moment ça le kidnappe et quand il est grand il décide de partir à la recherche de la fée des djinns. Malheureusement il se fait miskin par la mer, il devient naufragé, il arrive à retrouver des gens sauf qu'en fait personne ne veut lui parler parce qu'il a les yeux bleus. C'est moche. Au final il fait semblant d'être aveugle et il prend un charclos sur son dos. Je pense qu'il y avait plus facile que de faire ça mais qui suis-je pour juger. Il arrive à retrouver sa nourrice qui avait été virée et maintenant elle est complètement pétée de thunes, sûrement parce qu'elle a dû vendre des formations bitcoin à Dubaï. Blondiné, il va voir une princesse qui va lui donner du loot comme les coffres dans Fortnite. Après ils partent à l'aventure, c'est grave ladé, ils se font même attaquer par un lion qui coupe Cuenta. Ah, une Cuenta, chef, s'il te plaît. Au final, les deux, ils arrivent à retrouver la fée, sauf qu'au final, la fée, elle peut en épouser que un des deux, parce que, visiblement, épouser les deux, c'est pas convenable. Au final, il y en a un qui épouse la cousine, et il y en a un autre qui épouse la fée, et voilà, fin du film. Évidemment, vu que c'est un film qui a été fait par le même mec qui a fait Kirikou et les clips de Théodora, moi, j'adore. Je suis pas du tout ennuyé en regardant ce film, et en plus, c'est très poétique. Et moi, j'aime beaucoup ça.
La meuf, c'est une superstar au Japon, genre tout le monde la kiffe, elle crache au visage des gens par contre, mais vas-y, elle a le droit parce qu'elle est super belle. Par contre, sa beauté, elle est pas du tout naturelle. Non, 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 c'est de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie esthétique qui vient même d'une clinique un peu chelou, vole les organes des gens pour ensuite faire des trucs à d'autres gens. Et en plus de ça, c'est même pas de la chirurgie esthétique qui fonctionne si bien que ça, parce que la meuf, elle pourrit littéralement comme le fromage râpé que t'as oublié au fin fond de ton frigo. Après ça, la meuf qui à la base était une superstar se rend compte qu'elle se fait peu à peu remplacer par une autre meuf. Du coup, elle pète un câble, elle se fait bouffer le Kitty Cat par son assistante, elle kidnappe son assistante, elle ken avec le mec de sa mère. La meuf nage en plein délire. Plus de ça, la presse japonaise apprend qu'elle a fait de la chirurgie esthétique chez les sœurs Botox. Tout le monde se fout de sa gueule. Elle devient la risée du Japon comme c'est pas permis. Et après ça, elle décide de se planter l'œil et elle meurt. Ou pas. Le film est bien, il est beau, le message est sympa, mais j'avoue que là, on arrive bientôt à une trentaine de films regardés. J'ai besoin de plus pour être gagged. Donnez-moi plus. Il y a un couple pour qui c'est un petit peu la D en ce moment. Ça se voit, la meuf elle est ultra saoulée de lui. Et à la base, le mec il est pote avec un autre mec qui ressemble à une souris. Enfin, les deux ressemblent à une souris, mais il y en a un qui ressemble plus à une souris que l'autre. Bref, ils vont à une soirée et ils rencontrent la meuf. Et la meuf c'est une grave bombasse. Du coup, ils l'invitent dans leur chambre et ils vont pécho la meuf. Et ensuite, la meuf va leur demander de se pécho les deux. Bref, la meuf elle doro périodiquement avec les deux mecs. Elle se casse la cheville aussi. Du coup, elle pourra plus jamais faire de tennis. Hashtag triste dans le chat si vous êtes triste. Moi je sais pas, je m'en fous, j'aime pas le tennis. Maxi compétition de tennis entre les deux mecs. En plus de ça, la meuf elle doro avec le mec qui ressemble beaucoup à une souris. En même temps, on peut pas lui en vouloir, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Et après, il y a de la musique techno. L'histoire est tellement prenante alors que c'est du tennis. Genre, please, le sport le plus chiant du monde. Désolé tous les fans de tennis. Mon sport de prédilection, c'est plutôt le disco football. C'est très dynamique, c'est très Messi. Et en plus de ça, il y a Zendaya. On est d'accord. Deux copines qui se giflent, je les comprends, c'est aussi mon activité préférée. Une des deux meufs, elle en a marre qu'on se moque d'elle à l'école, du coup elle se dit je dois avoir un nouveau look pour une nouvelle vie. Elle retrouve la fille la plus cool de l'école et elle décide d'aller faire du shopping, mais pas avec leur propre argent, non, avec de l'argent qu'elles ont volé dans le portefeuille d'une random dans la rue. Après elles prennent grave de la drogue, et puis après elles se font des piercings en respectant aucune règle d'hygiène, mais en même temps le film en lui-même est pas très hygiénique. Après c'est censé parler de la vie de deux ados. Les ados sont pas hygiéniques, hein, faut le dire. Après ça, la gosse, elle devient complètement incontrôlable. La mère, elle devient folle, du coup elle se transforme en Valérie Damido à refaire la cuisine. La pote de la meuf devait se faire adopter par la mère de sa pote. Au final ça se fait pas. Du coup bah big drama et elle court et elle va faire un câlin au frigo. Après ça il y a big drama entre les deux best friends et c'est tellement une bonne description de la vie des adolescents. Il y a pas mal de moments dans ce film où je me suis un petit peu reconnue. Ça m'a un petit peu touché en plein cœur. Après c'est vrai que ça reste quand même pas mal en surface. J'aurais aimé que l'histoire soit plus profonde. Le gouvernement américain veut mettre en place une équipe de tueurs qui pourra les défendre au cas où c'est la D, composée de Harley Quinn, un crocodile ou encore Will Smith. Effectivement, ça manque pas puisque c'est bel et bien la D, l'enchanteresse, une meuf qui possède une autre meuf, fout la merde un petit peu à Gotham City. Du coup, ils y vont tous, en arrivant ils découvrent des hémorroïdes qui sont possédés. Ah, et aussi il y a le Joker. Mais il est grave gênant. Enfin, il est pas gênant, mais écrit par des millennials, vous voyez ce que je veux dire. Après, ils continuent leur péripétie pour pouvoir arrêter l'enchanteresse. Il y a le moment obvious où il y a un mutant qui promet de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs et qui au final utilise ses pouvoirs. Pourquoi il y a autant de pick-me dans les films? Please! Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils vont littéralement jamais réussir à arrêter l'enchanteresse. Du coup, ils se réunissent tous ensemble et ils se disent que grâce au pouvoir de l'amitié et de l'amour, ils pourront enfin réussir. Non, je rigole. Ils vont prendre des shots. Après, ils se remotivent quand même, ils décident de s'attaquer à la méchante, ils arrivent à la kill avec un pic à brochette, et ils retournent en prison. Le film a un petit peu mal vieilli, je vais pas vous mentir, il y a des moments où c'est vraiment gênant de fou. Mais ça reste quand même un classique. Moi, j'aime les films de super-héros et j'assume. Jusqu'à l'os, j'assume. Ça reste quand même relativement badass, ça mérite une bonne note. C'est l'histoire passionnante d'une fille qui travaille comme... Non, j'avoue, j'ai pas regardé le film. Un film nord-coréen des années 70. Comment est-ce qu'on peut faire plus performatif que ça? Vous allez pas me faire voir que ça, c'est le film préféré de qui que ce soit. J'aurais probablement dû préciser dans ma story de ne pas me proposer des films si jamais vous buvez du matcha tous les jours et vos parents ont une page Wikipédia. Là, la fée Clochette, elle veut absolument aider sa pote. Du coup, elle se retrouve à la frontière entre le monde des fées chaudasses et le monde des fées frigides. Et la fée Clochette, elle veut absolument aller là où c'est froid. Du coup, elle y va, one life, et elle se rend compte que quand elle y est, ses ailes s'illuminent. Elle veut trop savoir pourquoi. Donc, elle retourne dans le monde des fées frigides illégalement, causant un crash d'avion. Elle retrouve le mec qui a réponse à tout, et c'est à ce moment-là qu'elle découvre qu'en fait, elle a une sœur. Du coup, les deux, elles font grave des activités ensemble, et à un moment, la fée Clochette, elle dit à sa sœur: viens dans le sud avec moi, un peu cher. Parce que vous savez, elle vient du sud, là où c'est chaud. Ce n'est bien dans ma tête. Elle construit une machine pour que la fée du froid elle puisse venir chez elle avec un glaçon. La machine se bloque à la frontière entre les deux mondes. Ça cause un fucking ouragan. Le monde des fées chaudasses est sur le point de se faire détruire. C'est la D. Au final, c'est bon, ils arrivent à trouver une solution. Personne ne meurt. Ne vous inquiétez pas. Franchement, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé ce film un dimanche matin et du coup ça m'a rappelé quand j'avais 8 ans et que mes parents me foutaient devant la télé pendant qu'ils divorçaient dans la pièce à côté. Mais l'histoire est fun, on s'ennuie pas.
un mec qui est un petit peu weird, du style il fait du somnambulisme. Et en plus de ça, il voit un Fury qui lui annonce c'est quand la fin du monde. On commence à croire qu'il y a un complot autour des Furies, hein. Ça me fait extrêmement peur. Vraiment, sa fucking maison se fait écraser par un réacteur d'avion aussi. Il rencontre la meuf duquel il va tomber amoureux, ça va se pécho pendant un date au ciné. Il va aller cramer la maison de son hop aussi. Il a raison, je n'ai jamais vu ça. Même après tout, le souci c'est qu'il continue d'avoir des visions du Fury qui lui annonce c'est quand la fin du monde. Pour avoir des réponses, il va aller voir la grand-mère folle. Sauf qu'en fait, en y allant, sa meuf, elle va se faire rouler dessus comme un panier. Et après, on découvre que tout ça c'était qu'un rêve et en fait, il n'y a pas la fin du monde. Voilà. Le film est génial. J'ai adoré l'histoire. Par contre, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris. Je pense qu'à mon avis, c'est le genre de film que tu dois vraiment regarder 2 fois pour full apprécier. Il y a une meuf qui est envoyée à la rencontre d'un serial killer, sachant qu'elle a même pas encore son diplôme, hein, je précise. Le serial killer est grave intelligent, comme le démontre son imitation d'écureuil. En gros, la meuf du FBI, elle va le voir parce qu'elle a besoin de son aide pour pouvoir choper un autre serial killer. Le serial killer là, en plus, il est ultra chelou, enfin plus chelou qu'un serial killer de base. Il a des papillons dans la bouche de ses victimes, en plus de ça, il leur demande de bien s'hydrater la peau. Peut-être que c'est une séphorette, who knows. La meuf, elle discute avec le serial killer cannibale, sauf que la pauvre, elle a clairement pas le level, je le rappelle, elle a pas son diplôme en même temps. Le cannibale arrive à s'enfuir en bouffant un des gardes, et pas de la façon dont on a envie de se faire bouffer. La meuf, qui n'a toujours pas son diplôme, je reprécise, arrive à retrouver où habite le serial killer, pas le cannibale, hein, l'autre. Elle le tue, elle obtient enfin son diplôme, du coup. Visiblement, faut vraiment faire ses preuves pour pouvoir avoir son diplôme au FBI. Et après, l'autre serial killer, il se casse dans la nature. Ce film, c'est un classique pour une bonne raison. C'est difficile de faire un mauvais film quand on inclut des serial killers, mais là, cette fois-ci, je trouve qu'on a plus apporté la partie psychologique du crime. Je trouve que c'est plus chic que la plupart des autres films d'horreur. Un gamin rencontre une gosse un petit peu chelou qui lit des livres toute seule dans son coin, un peu comme moi au concert des One Direction pour me faire remarquer par Harry Styles. La gamine chelou l'invite chez elle afin de pouvoir regarder la télé. Après on découvre que le mec du film est un peu chelou. Non mais je juge pas. Les deux redeviennent potes et ils vouent un espèce de culte chelou à leur série, c'est très bizarre. Sauf que faut t'as pas de chance, la série se fait annuler, sa pote disparaît et sa mère meurt. Ça devait pas être un très bon week-end pour lui, hein. 8 ans plus tard, la meuf revient et elle lui explique qu'en fait elle vivait dans la série. Bon là j'explique mal mais le film est compliqué, ok, je peux pas tout faire non plus. Après on voit un épisode de leur série et ça dit Findings de Feldup, c'est pas très appréciable à regarder. Le mec manque de se faire bouffer par la télé aussi. Voilà. Je vous donne tellement des trucs random, j'ai l'impression de vous faire une bouillie du film. Après, sa pote, elle veut l'enterrer vivant, mais il arrive à s'enfuir. Il fait sa vie, et faire sa vie, ça inclut le fait de le découper comme un gigot. Et voilà, fin du film. En fait, j'ai pas compris le film. Je me doute qu'il y a un message derrière, mais j'ai pas... Il y a un mafieux italien, il est le dirigeant d'un maxi cartel, et il décide de kidnapper une meuf qu'il a vue dans son esprit à l'époque où il s'est fait tirer dessus. Le mec lui explique que en gros elle a 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Tout ça en lui éclatant le front contre le mur en briques. Ce sera difficilement plus romantique. Après ça part en virée shopping et ça ken. C'est essentiellement du kenage à gogo dans plein d'endroits tous plus exotiques les uns que les autres. Après ça elle la renvoie en Pologne et comme elle est triste, elle décide de faire the ugliest bob ever. La DA de la coupe c'était manageuse de Lidl à Saint-Velin-en-Velin. C'est très réussi, hein. Après ça, son mafia boyfriend, il décide de revenir et ils vont se marier. Et par ailleurs, elle choisit une robe qui le vaudra un 2 à 4 mariages pour une lune de miel. Après, en même temps, on peut pas lui en vouloir. Le film est sorti en 2020. À l'époque, on s'habillait comme ça. Et ensuite, elle meurt comme Lady Di. L'histoire est pas prenante. Du tout. 0 sur 10. Mais les scènes où ça dolo, ça rapporte des points quand même. Je sais reconnaître que c'est bien fait, quoi. Merde. Le psychiatre reçoit en urgence une patiente qui est un petit peu parano, elle est persuadée qu'elle va mourir, genre ok meuf. Et en fait effectivement elle meurt bel et bien. Elle se tranche la carotide devant la psychiatre et après ça la psychiatre elle commence à devenir un petit peu crazy. Elle entend des voix, elle offre un chat mort à son neveu, pas le meilleur cadeau d'anniversaire effectivement. Elle voit sa propre sœur se tordre le cou devant elle, vous inquiétez pas, ça l'a pas beaucoup traumatisée puisqu'elle se fait un big burger après. Ensuite elle apprend qu'en fait elle doit tuer quelqu'un devant quelqu'un d'autre pour pouvoir se débarrasser de la malédiction qu'elle a elle-même récupérée. Ni une ni deux, elle décide que maintenant elle va se balader avec un couteau de cuisine comme si c'était un laboubou. Après quelques péripéties elle arrive à trouver où se cache le monstre du film, elle fait un barbecue avec et voilà, elle a réussi. Faut jamais me croire. Le monstre il est pas mort, il rentre dans sa bouche et c'est de elle-même qu'elle va faire un barbecue plutôt. Et là voilà, ça c'est la fin. Genre vraiment c'est la fin, il y a plus de rebondissement. Le film est bien, l'histoire est sympa, ça fait peur mais ça me va non plus trop peur. Enfin, c'est un film ok, enfin, j'ai pas de regret de l'avoir vu, vous voyez. Il y a une daronne, elle arrive à récupérer sa gosse qu'elle avait laissée à la DAS et c'est un peu une family vlogueuse parce qu'en fait elle filme littéralement tout et direct, dès qu'elle ramène la gosse à la maison, il commence à se passer des trucs ultra chelous. Genre la gamine elle arrive à contrôler les portes avec son esprit. Au final la daronne elle se retrouve dans un village enfoui, elle donne à manger ses cheveux à une grenouille aussi et la gosse elle saute du toit aussi à un moment. Mais elle va bien. On me voit
On me voit plus. À cet âge-là, les gamins, c'est du chewing-gum. Hein. Après, dans le village chelou où il a daronne, ça se la joue Resident Evil, ça fait un peu peur, genre caca culotte de fou malade. La gosse, elle chope la gastro et c'est quand elle se met à fucking léviter que la daronne se dit que peut-être, éventuellement, faudrait l'emmener aux urgences. Et à la fin, on comprend qu'est-ce qui a causé toute la malédiction, mais j'avoue, j'ai pas compris. Le niveau de détail de ce film est génial. C'est vraiment quelque chose qui se remarque dès le début du film. Mais il y a peut-être trop de détails parce que c'est tellement bien ficelé que bah j'ai pas tout compris en fait. Il y a deux bonhommes qui décident d'acheter une grange pour pouvoir faire la party. Et il y en a un des deux qui vadrouille un petit peu partout histoire de récupérer tout ce qu'il faut pour faire la party. Sur le chemin, il en profite pour Doro aussi, très important pour se préparer à faire la party. Ils foutent le feu à la baraque, littéralement tellement la party est incroyable. Et à un moment, il y a trois clampins qui essayent de venir pour participer à la party, sauf qu'en fait, ils font de la musique à la Baby Shark. La party est un petit peu gâchée quand une des meufs bouffe un des organisateurs. Effectivement, ça cause un petit froid. L'autre mec manque presque de se faire bouffer par son pote. À ce moment-là, ils comprennent que c'est des vampires et Dieu merci, ils agissent en conséquence. Ça se prépare pour faire la guerre, machin et tout. Et après la suite, j'ai pas envie de vous raconter. Le film est tellement incroyable. Allez le regarder. Dès le début, il y a un mec qui jette un tapis. En fait, dans le tapis, il y avait un cadavre. Après, ça Doro et on découvre que le mec, il est un petit peu dans le skinny talk. Ensuite, il vit le cauchemar de littéralement chaque être humain sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a un chauve qui vient lui parler. Ça cause que le mec devient un petit peu crazy. En plus de ça, le chauve, il a un gros doigt de pied à la place du pouce. C'est contre nature. Hein. Bref, le mec manque de se faire charcuter la main. Après, il se fait renverser par une voiture aussi. Du coup, il décide d'aller dans les égouts. Ce qui en soi je le comprends, moi aussi des fois je me sens comme ça. Il plonge de plus en plus dans la folie jusqu'à tuer le chauve démoniaque. Sauf qu'en fait le chauve revient et c'est à ce moment là qu'on comprend que le chauve c'est la représentation des démons de son passé. Enfin bref, c'est un film quand même très intelligent. Si jamais vous comprenez pas, c'est normal. C'est tellement dur de se mettre dans le film. Le début est long et chiant, mais une fois que t'es dedans, c'est vraiment bien. L'histoire est vraiment très très sympathique. L'histoire est bien faite et bien construite et franchement t'aurais un petit peu envie de lâcher ta larme à la fin. Je peux littéralement pas vous décrire ce film. C'est-à-dire que si jamais 365 jours pour vous c'est beaucoup, ce film 6000 fois pire. Il est pas nul hein, il est drôle. C'est un film pour grandes personnes en fait. Il y a une meuf, elle doit tirer le portrait d'une autre meuf. Sauf qu'en fait, elle fait un travail de sagouin comme c'est pas permis. Le portrait, il est dégueulasse. La meuf qui se faisait peindre, à la base, elle était pas au courant. Et en fait, elle est au courant. De base, elle devait pas être au courant, mais en fait, elle est au courant et en fait, elle dérange pas. La daronne de la meuf, elle se casse. Du coup, les deux, elles peuvent se faire tirer le portrait tranquille. Et après, c'est un peu du délire de cinéma français. Ça parle un peu pour rien dire. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. J'ai pas compris. Je mets quand même un point pour certaines scènes qui sont intéressantes. Mais sinon, j'avoue que j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie. Le début, il y a une mère et son fils qui s'engueulent pour la télé. En même temps, la daronne, elle fait chier à toujours regarder les 12 coups de midi. Après, le gamin, il va chercher de la gueudreau. Il commence à faire la masta d'un cul avec sa meuf. On propose à la daronne de passer à la télé. Du coup, elle rentre dans le skinny talk. Après, elle se met à prendre du crack parce que c'est le meilleur moyen de perdre du poids, visiblement. La daronne, elle perd la boule. Le fils, il gère mal son business, donc il peut dire adieu à son rêve de vendre des formations à Dubaï. La daronne se retrouve littéralement en enfer. Son fils est sur le point de perdre son bras. À ce moment-là, le film, il devient quand même extrêmement deep. C'est difficile de faire des blagues par rapport à ce qui se passe. Je suis désolée. C'est un film ignoble et à la fois, c'est addictif. T'as envie de ne pas regarder, mais tu peux pas t'empêcher de regarder. C'est un monde dystopique où tout le monde est divisé en plusieurs catégories. L'héroïne du film, elle fait partie des chiantes, mais le test détermine qu'en réalité, elle est pas like the other girls. C'est une pygmy, comme moi. Elle rejoint la faction des faux folles, elle décide d'abandonner sa famille comme ça, sur un coup de tête. Alors il va. Et à ce moment-là du film, elle fait que sauter, genre. Elle se fait aussi le tatouage le plus hideux du monde jamais enregistré, mais en même temps, tout comme Suicide Squad, c'est un film de millennials, donc pas si étonnant que ça. Après ça, ils se mettent à faire de l'acrobranche, ensuite elle tombe amoureuse du patron du groupe des faux folles. Et le gouvernement décide de transformer le groupe des faux folles en teuteux sans cervelle qui sont faciles à contrôler. Sauf que elle ne se fait pas contrôler parce que c'est une pique-nique, je le rappelle, on est spécial. Alors, elle se laisse pas faire, il y a même carrément son boyfriend qui essaye de la tuer, mais grâce au pouvoir de l'amour, elle se fait sauver. Elle pète la gueule de la méchante du film et tout est bien qui finit bien. Un film dystopique. Ça fait de mal à personne, il faut le dire. Après, est-ce que c'est ce film? C'est sympa, ça se regarde, mais... Il y a deux gangs rivaux qui décident de sortir leurs flingues à la station-service. En même temps, vu le prix du gasoil, je les comprends. Explosion! Après, Roméo, il rencontre la Badie Juliette en pleine soirée. Sauf qu'en fait, elle fait partie de la famille de l'ennemi. Du coup, il se rend compte que c'est un peu un amour impossible. Il tourne chez elle en rentrant par effraction. Et après ça, les deux se disent des trucs ultra cute. Enfin, j'imagine. Parce qu'en fait, pendant tout le film, ils parlent comme s'ils étaient au Moyen-Âge. Du coup, bah... pas tout compris. Ça se bagarre aussi un moment, mais bah, vu que je comprends pas quand ils parlent,
je sais pas pourquoi il se bagarre en fait. Roméo tue le fils de la famille ennemie, du coup on l'exile, comme Napoléon I guess. La meuf Juliette, elle veut pas se marier avec l'autre mec, on la force à marier, du coup elle va voir le prêtre et le prêtre lui donne du poison. C'est dingue de se dire que son plan A c'est ça quoi. Il sera attendu à ce qu'il ait d'autres solutions avant. Roméo en plein exil, il apprend que Juliette elle a die, du coup il la retrouve, il voit qu'elle est morte, du coup il prend du poison pour mourir, en fait Juliette elle est pas vraiment morte. Du coup Roméo lui il meurt vraiment et Juliette elle est pas morte, mais du coup elle va reprendre du poison pour mourir vu que Roméo il est mort. Et voilà, tout le monde est mort à la fin. Le film est très bien, hein. Je précise pour tous les puristes qui vont commencer à vouloir me choper par le callback. Et en fait, j'arrive pas à me mettre dedans parce qu'il parle comme des teuteux pendant tout le film. Un mec rentre chez lui et sa femme a disparu. La baraque, ils sont dessous. Oh my god, what happened? Il appelle les flics et l'investigation, elle commence. Le mari, il est cute, mais il est quand même sacrément suspect. La scène de crime, elle paraît fake. Et en plus de ça, quand il parle à la presse, il sourit à côté du portrait de sa femme qui vient de disparaître. Bizarre. Pire dans tout ça, c'est qu'il trompe littéralement sa femme depuis 1 an avec une meuf beaucoup plus jeune qui vient à peine de perdre ses dents de lait. Ensuite, on découvre qu'en fait, la meuf, elle a fake sa propre disparition jusqu'au moindre détail. Ok, diva. Elle se cache parmi les péclos et ensuite on la vole. Du coup, elle décide de retourner avec son ex et elle tue son ex. Ensuite, elle va revoir son mari, du coup. Et après, elle reprend sa vie en mode tranquille. J'étais dedans du début jusqu'à la fin, alors que pour le coup, je connaissais déjà l'histoire. Par contre, la fin est nulle. Il y a une gosse qui se fait kidnapper et quand sa daronne, elle l'apprend, elle essaye de la sauver et elle y arrive. Jusqu'à ce qu'elle y arrive plus et elle finit crucifiée. Après la gosse elle se fait adopter par le chef d'un gang de motos, sûrement des fans de Johnny Hallyday j'imagine. Et est-ce qu'elle a ma gueule? Jusqu'à ce qu'en fait elle soit plus adoptée. La pauvre elle se fait abandonner à droite à gauche, elle va développer des trust issues. En fait le chef du gang des Johnny Hallyday la vend à un autre mec pour avoir de l'essence gratuite. Après ça il y a quand même beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de bim bam boum. Elle récupère le chef du gang qui l'avait kidnappé à la base et elle en fait de l'engrais. Le film est vraiment bien et j'avoue qu'il y a des moments j'ai quand même pas mal décroché. Et en plus, il y a des moments où le film, il fait cheap de fou. On a l'impression qu'il n'y avait pas de budget pour la déco derrière. Tout le monde est en heure de colle, enfin plutôt devrais-je dire en journée de colle, vu que l'exploitation des adolescents dans les années 80 c'était autorisé. Et c'est vraiment les clichés de base, il y a le nerd, il y a le sportif, il y a la fille populaire, il y a la fille chelou, tout ça. Ils font un peu nain, puis ils s'embrouillent, ça danse, et à la fin du film, il se fait chaud, et voilà. J'ai pas trop accroché. Ça se ressemble, j'ai pas trop accroché, ouais. En fait, j'ai pas compris où allait le film, j'ai juste vu les images bouger, mais je savais pas où on allait. C'est la guerre de fou malade. Du coup, il y a un frère et sa sœur qui doivent vite se mettre à l'abri. Et quand l'attaque est finie, ils arrivent enfin à retrouver leur daronne. Sauf qu'elle est pas dans un très bon état. Et du coup, forcément, ça rend triste la petite fille. Du coup, son frère fait des pirouettes cacahuètes. Après, ils arrivent à aller vivre chez leur tante. Sauf qu'en fait, cette chouin, elle fait que voler leur riz. Du coup ils se disent mais quel meilleur endroit où aller que d'aller vivre dans une grotte sous la terre. En plus de ça ils continuent de se faire bombarder. Au final la gosse elle meurt. Et voilà, fin du film. J'aime bien l'histoire, bien écrit, c'est très beau. Mais ce film on me l'a constamment vendu comme étant un film ultra triste qui fait chialer. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai trouvé un peu mid. Pas ouf. Sympa mais pas ouf. Il y a un mec qui part en vacances avec ses parents en Italie. Sauf que le problème c'est qu'il se fait un petit peu chier vu qu'il y a personne. À un moment il y a un mec plus âgé qui se ramène et il est genre... plus âgé. Direct, c'est un petit peu ambigu entre les deux. Ça se masse au bord de la piscine. Bref, à un moment, il ken avec une pêche. Pourquoi pas, qui suis-je pour juger après tout? Il ken aussi avec l'autre mec, celui qui est plus âgé. Après, ça fait du vélo. Discute le soir, ça monte ses fesses. Et le mec finit par partir. Il est triste et du coup, il se met à chier dans la cheminée. J'aime bien ce film, mais en même temps, je l'aime pas. Histoire d'amour, impossible, tout ça, on adore. Mais la différence d'âge... ça me dégoûte. Et voilà, c'est la fin des 50 films que je me suis bouffé en l'espace de 2 semaines quand même. Je sens que ça a fait des dommages irréversibles à mon cerveau d'avoir consommé autant de films en aussi peu de temps. Clairement ça va pas trop là-dedans, laissez-moi vous le dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne et c'est aussi la vidéo qui m'aura pris le plus de temps. Donc s'il vous plaît, mettez un like. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre film préféré à vous. Va me dire qu'est-ce que vous pensez de mon avis sur chacun des films, bien évidemment. On se retrouve très prochainement dans une vidéo beaucoup moins longue parce que... on va faire ça tous les jours non plus. Et d'ici là, passez une très bonne... C'est pas vrai. Mais Christian, mais me dis pas que t'as ramené ton hélico quand même. Oh mais il y a toutes les sœurs de Sister Act. Mais c'est pas vrai.